Voilà tout le résultat de notre étude en rouge. Nous avons décroché pour ces messieurs une décoration. Il y a 130 ans tout juste, les lecteurs du Beaton Christmas Annual découvraient une histoire pour le moins originale. Depuis, la popularité de l'œuvre n'a fait que croître. Aujourd'hui, il est temps de revenir aux prémices de ce que va constituer la première rencontre entre Holmes et Watson. « 1887. Conan Doyle publie une étude en rouge. Le premier roman mettant en scène le duo Holmes et Watson. Point de départ d'une amitié improbable et qui ne se démentira pas au cours des aventures suivantes. Nous avions évoqué le sujet dans l'épisode pilote, mais il est temps de l'approfondir. Conan Doyle n'est pas le premier écrivain britannique à écrire des récits utilisant un détective comme personnage principal. Le premier roman policier reconnu comme tel a été écrit en 1868 par Wilkie Collins, sous le titre « La pierre de lune ». La pierre de lune est un gros diamant jaune incrusté dans une statue hindoue évoquant la lune. Il est volé par le colonel Ernst Cassel durant la prise de Srirangapatna en 1799. À sa mort, il est offert à sa nièce, Miss Rachel Verinder, le jour de son anniversaire, suivant les termes du testament du colonel. Mais à peine en prend-elle possession que le diamant lui est volé la nuit même pendant son sommeil, dans un tiroir de sa chambre. En 1870, Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist et de David Copperfield, va s'essayer à son tour à l'écriture d'une histoire de détective avec le personnage de l'inspecteur Bucket dans Le mystère d'Edwin Drood. Un roman qui restera inachevé suite à la mort prématurée de l'auteur. L'histoire est centrée sur la disparition inexpliquée du jeune Edwin Drood, alors qu'il rendait visite à son oncle John Jasper, grand chantre de la cathédrale de Closterham, et sa fiancée, l'orpheline Rosa Budd. Jasper mène tout d'abord l'enquête, mais suscite bien vite les soupçons car il mène une double vie, opiumane à ses heures et amoureux de Rosa. De surcroît, Jasper ignorait qu'Edwin et Rosa avaient rompu leurs fiançailles, la veille même de la disparition. Cependant, ces deux romans de détectives modernes n'obtiendront pas la popularité de la fameuse création de Doyle, dont le lectorat se montrera plus friand à la fin de l'époque victorienne. Plus tard, la structure des histoires de Sherlock Holmes, sous la forme de nouvelles, augmentera la popularité des personnages de Conan Doyle, sans oublier le fait d'être publié dans le Strand Magazine, un mensuel populaire, des histoires indépendantes, une structure plus succincte et surtout agrémentée d'illustrations. Nous sommes en mars 1886. Le jeune Dr Doyle est alors âgé de 26 ans. Il a du temps à revendre dans son cabinet médical de Southsea, situé dans la banlieue sud de Portsmouth. Doyle est un lecteur d'Edgar Allan Poe, d'Émile Gaboriau et de Wilkie Collins. Ses héros d'enfance sont Dupin, un enquêteur perspicace doté d'un sens d'analyse et d'un flair instinctif. Quant à Lecoq, il s'agit d'un détective tenace, qui parvient à des résultats grâce à son intuition, sa ruse et ses déguisements. Les récits de Gaboriau sont décrits avec soin et efficacité, laissant une grande part au dialogue. Dans la tête du jeune médecin trotte l'histoire d'un détective. Doyle sait qu'il parviendra à ses fins. En ce printemps 1886, l'écriture d'une œuvre de fiction lui procure davantage de satisfaction que l'exercice de la médecine dans son cabinet de Southsea. Conan Doyle approche des 30 ans, et malgré de nombreux talents, il n'a pas encore laissé sa marque. Il est déterminé à déployer une énergie considérable dans l'écriture d'un vrai long roman, le premier dans son genre. Et ce ne sera pas une épreuve facile. Dans un premier temps, il nomme à son texte Tungle-Skane, un écheveau emmêlé. Ce titre provient très probablement d'un passage que Doyle avait déjà écrit, faisant référence à la femme terrifiée et au cocher. Mais ce titre était loin de satisfaire Doyle. D'ailleurs, il le raturera dans ses notes manuscrites.
Et comme on peut le constater sur une autre note, Doyle travaillait également sur le nom des personnages principaux, sans oublier leur vie passée. Le narrateur de cette histoire, Ormond Secker, provient probablement de l'hôpital Great Ormond Street, situé près du British Museum. Il s'agit d'un hôpital pour enfants fondé en 1853 et financé en partie par les droits d'auteur de Peter Pan jusqu'en 2007. Cependant, un de ses amis de la Société littéraire et scientifique de Portsmouth était un jeune docteur du nom de Watson. Très exactement, le docteur James Watson. Ainsi, le narrateur devint le docteur James H. Watson, le H signifiant Amish, la traduction de James en gaélique écossais. Et que diriez-vous de Sherrinford Holmes comme nom de détective? Ça ne collait pas. Pourtant, Doyle touchait au but. Il l'étudia, joua avec lui, jusqu'à ce qu'il tombe sur le prénom irlandais Sherlock. Finalement, un écheveau emmêlé ne mit pas longtemps à être raturé en haut du manuscrit pour être remplacé par une étude en rouge. Le nom Sherlock Holmes venait de faire résonner le son de la clé qui ouvre une porte. Doyle écrivait du petit déjeuner jusqu'au souper. Entre les tintements du carillon de son cabinet de travail et les appels de sa femme Touy, il ne se doutait pas qu'il était en train de créer l'un des personnages les plus célèbres de la littérature anglaise. Pour la première fois, Doyle se sentit complètement impliqué dans l'écriture de son roman, comme si un voile l'avait éloigné du monde réel en lui faisant endosser les personnages qu'il était en train d'écrire. Le roman fut terminé en 6 semaines, entre mars et avril 1886. Un peu trop rapidement selon son avis. Sans plus attendre, Doyle l'envoya à son ami James Payn qu'il avait déjà publié. Son petit roman faisait 50 000 mots et il receva la réponse suivante. Trop court pour en faire un feuilleton et pas assez long pour en faire un roman. Une étude en rouge fut rejetée par 3 autres éditeurs. Conan Doyle écrivit à sa mère que le manuscrit avait été retourné sans être lu, à part James Payn. Le directeur éditorial de Wardlock & Company, George Thomas Pitani, emmena le manuscrit chez lui. Son épouse, Ginny Gwynnie Pitani, le lut en premier et lui laissa cette note. Cet auteur est un romancier né. Il se sera un grand succès. Dans une lettre datant du 30 octobre 1886, Wardlock & Company, éditeur spécialisé dans la littérature à sensation et à petit prix, lui précisa que la publication ne pourrait avoir lieu que l'année d'après, en 1887, sous le prétexte que trop d'histoires bon marché circulaient déjà. Doyle reçut en tout et pour tout 25 livres pour le copyright de son œuvre, malgré une lettre qu'il envoya pour tenter de négocier des droits d'auteur. Novembre 1887. Le numéro 27 du Beaton Christmas Annual est vendu dans les kiosques à journaux de Londres pour le prix de 1 shilling, soit environ 6 €. Ce roman sera considéré comme l'un des premiers, sinon le premier vrai roman de détective. Une étude en rouge sera accueillie moyennement par le public lors de sa première édition. Il gagnera en popularité lors de la publication des nouvelles de Sherlock Holmes dans le Strand Magazine. La première publication, en livre, sera faite par Wardlock & Company en juillet 1888. Quant à la première publication américaine, il faudra attendre 1890 pour que le livre soit publié par J.B. Limpicott. Mais si dans le premier roman, 1881, constitue l'année de rencontre entre Holmes et Watson, cela ne signifie pas que le célèbre détective en est à sa première enquête. Sherlock Holmes enquêtera dès 1874, à Oxford, dans l'affaire du Gloria Scott, puis en 1879, dans le rituel des Musgrave. Néanmoins, ce roman va définir les traits de caractère de plusieurs personnages, ainsi que des éléments d'intrigue que Doyle respectera dans les futures aventures de Sherlock Holmes. Sans oublier des références comme l'appartement de Baker Street, ainsi que Londres, le véritable troisième acteur. Holmes est un individu brillant et excentrique. La résolution des crimes sur lesquels il enquête provient de ses facultés d'observation et de raisonnement. De Holmes est-il entièrement né de l'imagination de Doyle ? Peut-être pas. Un autre personnage va entrer en jeu. Il s'agit du professeur de médecine et de chirurgie Joseph Bell.
Doyle se souvenait de son professeur de médecine à l'université d'Édimbourg. Un visage aquilin, ressemblant à celui d'un aigle, et un regard observateur. Doyle imagina un personnage attentionné, utilisant les talents du professeur Bell dans le domaine du crime, et devenant la parfaite combinaison du savoir et de la perspicacité dans la mise en scène d'une fiction populaire. Il n'en fallait pas davantage à Doyle pour lui inspirer l'image de son détective consultant. Si le personnage de Holmes n'a pas vraiment de prédécesseur dans les travaux de Doyle, il n'en va pas de même pour Watson. En effet, l'auteur a déjà expérimenté d'autres narrateurs dans d'autres romans, comme dans That Little Square Box, Selecting a Ghost, The Man from Archangel, et un docteur dans The Captain of the Polestar. Cette fois-ci, Doyle va peaufiner son idée d'un narrateur parfait, l'instrument qui permettra à Holmes de devenir immortel. Watson va apparaître comme un compagnon loyal et solide, un narrateur auquel le lecteur pourra s'identifier. Le roman débute avec le docteur John H. Watson, narrateur de l'histoire et décrivant les événements récents de sa vie. Ayant obtenu son diplôme de médecine en 1878 à l'université de Londres, Watson doit remplir ses devoirs militaires. Il est envoyé à Bombay comme assistant chirurgien. Blessé à l'épaule par une balle lors de la bataille de Maiwand, il est atteint de fièvre typhoïde durant sa convalescence. L'armée décide de le rapatrier en Angleterre et de mettre fin à sa carrière militaire. Watson se retrouve seul à Londres. L'argent donné par le gouvernement le contraint à trouver un logement moins expansif que l'hôtel où il vit. Sa rencontre au bar du Critérion avec Stamford, son ancien collègue de l'hôpital Saint-Barthélemy, va changer la donne. Stamford lui explique qu'il connaît une autre personne travaillant dans le laboratoire de chimie de l'hôpital qui semble être dans la même situation. Il ne s'agit pas d'un étudiant, mais d'un homme étrange. Les études qu'il mène sont irrégulières et excentriques, mais il a amassé un tas de connaissances qui feraient l'étonnement de leur professeur. De plus, c'est un potentiel compagnon de chambrée, studieux et tranquille. En arrivant au laboratoire, l'homme étrange est en train de travailler sur un réactif permettant de précipiter l'hémoglobine dans un liquide même à très faible concentration. Un moyen efficace pour mettre derrière les barreaux les criminels impunis. Lors de leur poignée de main, l'homme fait remarquer à Watson qu'il est un ancien militaire rentré d'Afghanistan. Watson est d'accord pour le rencontrer le jour suivant, afin de visiter l'appartement qu'ils pourront occuper conjointement. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Vivant sous le même toit, Watson est impressionné par Holmes, par ses profondes connaissances en chimie et de la presse à sensation, et par ses manques en botanique et en géologie. Il s'y connaît cependant un peu en littérature, astronomie, politique et philosophie. Après de nombreuses interrogations, Holmes lui confie faire profession de détective consultant. Peu de temps après, Holmes reçoit un télégramme provenant de l'inspecteur Gregson de Scotland Yard. Enoch G. Driber, un Américain, a été retrouvé mort dans un appartement vide jouxtant Brixton Road. La victime a été empoisonnée et ne porte aucune blessure. Holmes décide de rejoindre Gregson et Lestrade sur la scène de crime. Les indices cruciaux pour Holmes sont les traces de roues d'un cab, le mot « Rache » inscrit sur le mur en lettres de sang et l'anneau de mariage d'une femme. Plus tard, son secrétaire, Stangerson, sera retrouvé assassiné dans sa chambre d'hôtel. La deuxième partie du roman va nous entraîner en 1847 dans la vallée de Salt Lake dans l'Utah. John Ferrier et sa fille adoptive Lucy sont les seuls survivants d'un groupe de pionniers. Les Mormons vont les recueillir à condition d'adopter leur religion. Plusieurs années après, Lucy va tomber amoureuse d'un certain Jefferson Hope. Cependant, son père adoptif préférerait l'un des fils des membres de l'Église du Conseil des 4 Églises, Joseph Stangerson ou Enoch Dreber. S'ensuivra une affaire de vengeance que Holmes finira par résoudre. Doyle décrit les Mormons dans le roman de façon sensationnelle et exagérée, ce qui lui sera reproché par les critiques littéraires de l'époque. Le fort sentiment d'opposition des Mormons dans l'Amérique de 1880
explique peut-être la recherche par Doyle d'une popularité plus grande parmi le lectorat américain lorsque le roman fut publié. L'Edmunds-Tucker Act fut promulgué en 1887 par le Congrès, visant à proscrire et à punir la polygamie sur le territoire américain. D'ailleurs, on peut noter qu'Une étude en rouge sera plus populaire à sa sortie aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Ce roman, à l'instar des autres aventures de Holmes, a littéralement enflammé l'imagination des lecteurs. Conan Doyle va ainsi créer l'un des duos les plus endurants et les plus plaisants dans le domaine de la littérature. Ce roman nous révèle un Holmes qui agit de manière unique pour résoudre les crimes et définir la façon dont les détectives doivent procéder. Un ensemble de caractéristiques qui deviendront la marque de fabrique des écrits de Doyle, mais aussi de bien des romanciers et scénaristes dans les décennies à venir. Concernant les méthodes utilisées par Sherlock Holmes pour résoudre son enquête, celles-ci vont fortement influencer le développement de la science criminalistique et celle de la médecine légale, comme l'étude des cendres de cigares et celle de l'empreinte des pas. À la fin du XIXe siècle, la science criminalistique était plus proche de l'aléatoire et de l'imprévisible, la police scientifique restant toujours en retard par rapport au reste de la science. Un exemple ? L'utilisation des empreintes digitales utilisées comme méthode d'identification avait été initiée en Inde en 1858. Mais il faudra attendre 1880 pour qu'une utilisation plus systématique des empreintes digitales soit proposée par le chirurgien écossais Henry Folds. Et c'est en 1886, l'année où Doyle écrivit Une étude en rouge, que Folds présentera son idée à Scotland Yard, qui malheureusement refusera son offre. Cependant, 2 criminologues français apporteront leur crédit aux œuvres de Conan Doyle et aux personnages de Sherlock Holmes. Il s'agit d'Alphonse Bertillon à la fin du XIXe siècle et plus tard d'Edmond Locard. 2 personnages dont nous ne manquerons pas d'étudier leur parcours dans une prochaine vidéo. En 1914, Conan Doyle autorisera une première adaptation en film muet par George Berthold Samuelson, l'un des pionniers du cinéma britannique. James Braggington endossera l'habit de Holmes pour sa ressemblance avec les illustrations du personnage. Une étude en rouge sortira sur les écrans le 28 décembre 1914. Dès le lendemain, 29 décembre, il sera suivi par une autre adaptation, américaine cette fois-ci, où l'acteur Francis Ford, le frère aîné du fameux réalisateur John Ford, endosse à son tour le costume du détective dans la même aventure. Malheureusement, il n'existe plus aucune copie à ce jour de ces 2 films. Il faudra attendre 1933 pour voir apparaître une nouvelle version assez éloignée de l'œuvre originale de Conan Doyle. Celle-ci comporte quelques références étranges, notamment le fait que Holmes et Watson habitent au 221 A Baker Street. 1979. L'URSS, l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, va se lancer à son tour dans l'adaptation d'une série Sherlock Holmes et le Dr Watson. Dans ce premier téléfilm réalisé en 2 parties par Igor Maslennikov, nous allons assister à la fameuse rencontre entre Holmes et Watson, scène transposée au 221B Baker Street. Les 2 épisodes, première rencontre et signature sanglante, mêlent en réalité les aventures d'une étude en rouge et celle du ruban moucheté. Devant la qualité de la série qui se prolongea jusqu'en 1986, Vassili Livanov sera fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour l'interprétation de Sherlock Holmes. Quant à Vitaly Solomin, il nous offre un jeune Dr Watson, précurseur de l'acteur Martin Freeman. Juillet 2010, Stephen Moffat, co-créateur de la série Sherlock, adaptera librement pour la BBC Une étude en rouge qui deviendra Une étude en rose, premier épisode de cette nouvelle série. Un épisode un peu particulier en effet. Il fut tourné dans le format classique d'un 60 minutes, mais devant une intrigue trop sombre et trop resserrée, la BBC refusa de le diffuser. L'épisode fut retourné entièrement dans une version de 90 minutes pour devenir officiellement le premier épisode de la série Sherlock. Benedict Cumberbatch interprétera le rôle d'un Sherlock Holmes moderne, ancré dans le XXIe siècle, tandis que Martin Freeman endossera l'habit d'un jeune docteur John H. Watson.
Cette adaptation contiendra un certain nombre d'éléments de l'intrigue originale, dont leur rencontre à Saint-Barth, l'utilisation du Morache, les 2 pilules, ainsi que l'anévrisme du tueur potentiel. La partie se déroulant aux Amériques est complètement occultée, et le tueur utilisera des motivations différentes du roman. Steven Moffat en profitera également pour introduire dans l'histoire le personnage de Moriarty. Quant à la série Elementary de CBS, quelques références à une étude en rouge seront présentes dans 2 épisodes de la série. Dans The Deductionist, certains éléments de l'affaire feront directement référence à l'histoire originale. Mais il faudra attendre l'épisode A Study in Charlotte de la saison 4 pour retrouver dans le scénario des éléments plus fidèles à l'histoire originale. 1983. Les studios Burbank Films en Australie vont se lancer dans l'adaptation d'une étude en rouge en version dessin animé. C'est l'acteur Peter O'Toole qui prêtera sa voix au personnage de Sherlock Holmes. Au cours de cette même année 1983, les 3 autres romans du célèbre détective consultant seront également adaptés à leur tour par ce studio. La radio va également prendre un rôle important dans l'adaptation et la diffusion des œuvres de Conan Doyle. Dès 1974, la BBC va mettre en scène une étude en rouge pour une diffusion radiophonique. L'acteur Robert Powell va les aider à la modernisation et à l'interprétation du personnage de Sherlock Holmes. L'émission sera diffusée sur les ondes de la BBC le jour de Noël de 1974. Suite au succès de l'adaptation du Chien des Baskerville par Bert Coules, la BBC Radio 4 va se décider à adapter cette fois la totalité des aventures de Sherlock Holmes en 1989. Clive Merrison prêtera sa voix à Holmes et Michael Williams à celle du Dr Watson. Malgré toutes ces nombreuses versions, le roman fut rarement adapté dans sa totalité, privilégiant en particulier la fameuse rencontre entre Holmes et Watson. Le 23 septembre 1968, une étude en rouge sera adaptée dans la 2e saison de la série Sherlock Holmes, produite par la BBC. Peter Cushing prendra le rôle de Sherlock Holmes et Nigel Stock celui du Dr Watson. On peut compter au nombre des adaptations quelques pièces de théâtre. William Amos Jr. et Margaret Walter vont nous proposer une première version en 2010. Puis en 2014, un spectacle musical sera créé à partir du roman, produit par Greg Freeman et Lila Whelan et la compagnie Tacit Theatre. Au milieu de toute cette production, le Japon va mettre en scène une version qui sera certainement la plus esthétique et la plus colorée qui soit. Un Sherlock Holmes en version marionnette. Cette série, produite et diffusée par la NHL Educational TV en octobre 2014, est écrite par Koki Mitani. Quant à la création des marionnettes, elle sera l'œuvre du peintre Bunta Inoue. 2 saisons seront produites, comprenant au total 28 épisodes basés sur les histoires originales de Conan Doyle, dont l'action se déroulera dans un collège fictif de Londres. Les 2 premiers épisodes, Saisho no Boken, reprennent l'univers d'une étude en rouge. Holmes et Watson sont étudiants dans la Beeton School, une référence au Beeton Christmas Annual de 1888. Quant à l'enquête elle-même, le personnage du Dr Watson la publiera dans le journal de l'école, le Strand Wall Poster. Et pour finir cette liste non exhaustive, un petit tour côté comic books. Dès 1953, une étude en rouge paraîtra chez Classics sous les traits du dessinateur Seymour Moskowitz. Une version en roman graphique verra le jour en 1989 chez Innovation Publishing, adaptée par James Stenstrom, dont la mise en image fut assurée par Noli Panaligan. En 2010, une nouvelle version sera publiée chez Sterling Publishing, adaptée par Ian Eddington et illustrée par E.N.G. Culbard. Voilà un épisode qui, j'espère, vous donnera envie de lire ou de redécouvrir ce premier roman des aventures de Sherlock Holmes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir l'émission et en la partageant. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.